Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est Amélie de Montchalin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, députée de l'Essonne, porte-parole du groupe La République En Marche à la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Ce poste de porte-parole, il n'est pas nouveau, il existait déjà. Alors c'est un poste d'animation, collective du travail des 38 députés En Marche que nous sommes à la Commission des finances. Et l'idée, c'est vraiment de porter la méthode d'Emmanuel Macron à l'Assemblée dans tout le processus à la fois budgétaire et puis de remettre la France dans une dynamique d'investissement qui est ce pourquoi on va prendre le temps d'en parler. Ce qui est intéressant avec votre profil, c'est que vous venez d'entreprise, à la base économiste, chez Exane, vous êtes passé aussi par AXA, donc voilà, donc l'économie, vous connaissez. Ce sondage, tiens, on démarre là-dessus, sondage Odoxa, sorti aujourd'hui pour le Figaro, qui dit quoi? 6 Français sur 10 n'approuvent pas les mesures de politique économique qui ont été mardi présentées par le Premier ministre, 60%, 58% pour être très précis. C'est un premier accroc pour l'exécutif qui bénéficiait jusque-là plutôt de ce sondage. Alors, je suis très étonnée par le chiffre parce que ce qui a été annoncé, c'est exactement ce qu'on a annoncé pendant la campagne. C'est-à-dire qu'on a annoncé un programme équilibré de dire voilà ce qu'on va faire sur la dépense publique pour la rendre plus efficace, voilà ce qu'on va faire sur les équilibres justement fiscaux, qui financent quoi dans l'économie. Donc on va passer des grands transferts entre cotisations sociales et CSG. Donc ça vous surprend? Ça me surprend parce que globalement, alors c'est qu'on a... ou alors qu'il y a des interprétations de ce qui a été dit par Édouard Philippe, mais Édouard Philippe n'a fait que, pour moi qui fais ma campagne législative il y a 3 semaines, on est dans la continuité exacte de tout ce qu'on a dit pendant nos campagnes. Sur la taxe d'habitation, on va rentrer dans le dur du sujet. La taxe d'habitation, pendant la campagne, combien j'ai eu de gens qui sont venus m'expliquer doctement que la taxe d'habitation serait supprimée, c'est dans son programme, pour 80% des Français, en 3 ans, à compter de 2018 ? Donc 2018, 2019, 2020. La promesse aurait dû se faire en 3 ans. Ce qu'on a compris, c'est qu'elle se fera à l'aune du quinquennat, donc sur 5 ans. Vous comprenez que celles et ceux qui ont voté pour une mesure qui commencerait tout de suite sur 3 ans, on leur dit ce sera sur 5 ans, ils soient déçus? Personne n'a dit que c'était repoussé, etc. Ce qu'on a dit, c'est qu'on fait une conférence des territoires. Parce qu'il y a les Français d'un côté et il y a les élus locaux de l'autre. 3 ans, 5 ans. Comprenez que certains puissent être, ce soit déceptif. Alors, c'est déceptif peut-être. Moi, je pense vendu pendant la campagne sur 3 ans. Et il est tout à fait possible que dans 3 ans, ça soit totalement lancé. Ce qu'on est en train juste de dire, c'est ça sera fait sur le quinquennat quand on s'y est engagé. Et on a besoin, comme sur toutes les réformes qu'on va engager, d'avoir une méthode, qui est exactement ce qu'on fait sur la loi travail, dans la même dynamique, un vrai échange pour que la réforme, quand elle est mise en œuvre, elle soit applicable. Mais le calendrier n'est pas arrêté, parce que finalement, on a Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, qui parle de 2018, 2019 pour commencer. Bruno Le Maire hier, qui parle de 2019. Aucune information sur la date d'entrée en vigueur. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, en tant que député? Moi, ce que je souhaite, c'est que les réformes qu'on fasse, et on a commencé, vous voyez, sur le prélèvement à la source, on va le faire sur toutes les réformes. Sur la taxe d'habitation, vous souhaitez quoi, vous? Moi, je souhaite en tant que député, que ça commence tout de suite en 2018. La réforme en place. 2018? Je ne parle pas de date parce que je pense que c'est la mauvaise approche du sujet. C'est pourtant ce qui était vendu encore une fois pendant la campagne. Oui, mais il faut que le jour où on dit ça entre en vigueur, ça entre en vigueur vraiment. C'est-à-dire qu'il faut que les Français puissent voir la chose baisser et il faut que les élus locaux puissent se financer. C'est pour ça qu'on préfère faire des réformes avec un calendrier qu'on va annoncer clair, mais que le jour où c'est applicable... Le calendrier n'était pas clair pendant la campagne. C'est peut-être ça qui est déceptif et ce qui explique avec les résultats du sondage, le décalage entre une attente... En 3 ans, on baisse, on supprime pour 80% des Français la taxe d'habitation et la réalité, maintenant, on nous parle de 5 ans. Non, je pense que reprenons la dynamique dans laquelle on est. Sur la loi travail, on a dit, voilà, on va faire un certain nombre de mesures pour le dialogue social entreprise, pour les branches, etc. Vous voyez que ça prend 48 réunions bilatérales. On parle de la taxe d'habitation. On va avoir la même méthode. On va avoir la même méthode. Donc il faut qu'on voit les maires, il faut qu'on voit les départements, il faut qu'on voit les régions. Tous les gens qui aujourd'hui ont le produit de la taxe d'habitation, il faut qu'on leur fasse une réforme qui rende leur activité possible. Je comprends bien. Donc, vous auriez souhaité que la suppression de la taxe d'habitation commence en 2018, votre souhait en tant que député République En Marche de l'Essonne? J'aurais souhaité qu'elle s'applique le jour où elle est applicable. Donc si le gouvernement me dit c'est 2019, et ben si elle rentre en vigueur applicable en 2019, je suis ravie. Je préfère une réforme qui s'applique bien plutôt qu'une réforme qui est annoncée. Il y a eu beaucoup, vous savez, dans les dernières années, ce qu'on faisait, c'est qu'on disait c'est annoncé, c'est dès maintenant, et puis ensuite on disait vous avez 2 ans pour effectivement le mettre en application. Je préfère qu'on dise, par exemple, le prélèvement à la source, même démarche,
c'était 2018, on reporte maintenant d'une vraie année. Pourquoi? Pour se laisser le temps d'évaluer, d'être sûr qu'au 1er janvier 2009, ça marche. Mais on ne sait pas ce qui se passera, en l'occurrence sur le prélèvement à la source, on ne sait pas ce qui se passera si finalement ça sera abandonné dans un an ou si ça sera mis en place et sous quelle forme. Moi, à la Commission des finances avant-hier, je peux vous dire, on a une audition de Gérald Darmanin, on a voté des amendements pour dire voilà, on lance un test, on lance une audition de l'IGF, on comprend combien ça coûte vraiment aux entreprises et comme ça, le jour où ça rentre en vigueur, on a une Si ça rentre en vigueur. Oui, mais si ça rentre en vigueur, c'est pas encore sûr. Mais on a une vraie évaluation. On a pour décider de est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, avec quelle compensation, mais il n'y a pas une évaluation par le précédent gouvernement. Moi, je me rappelle Christian Eckert sur ce plateau qui m'a dit on a mis de l'argent, on a testé. Alors, on a testé pour que ça commence là, maintenant, en ce moment. Donc, on avait à l'époque annoncé une évaluation qui, en fait, n'aurait pas vraiment eu le temps d'être étudiée pour lancer la mesure. Donc là, ils ont bâclé les choses, c'est ça? Non, Valérie Rabault a d'ailleurs déposé un amendement dans ce sens. Et donc, on a tous voté à la Commission des finances pour dire, voilà, il y a une évaluation qui est lancée. Il faut qu'on se donne le temps de la comprendre. Ça ne sert à rien de faire une évaluation si déjà vous lancez la mesure alors même qu'elle n'est pas terminée. Le RSA, c'est un exemple historique. La France a fait une expérimentation. On n'a pas attendu les fins de l'expérimentation pour lancer le dispositif. Notre méthode, c'est on fait les choses sérieusement. Quand on vient d'entreprise, et j'apporte là ma petite pierre personnelle, on sait comment on a un objectif, on a un plan de déploiement, on a des comités de pilotage et on met le go live, comme on dit en bon français, quand on est prêt. Donc c'est comme ça qu'on va travailler. On va J'entends bien sur la méthode aujourd'hui, mais c'est juste pour vous faire prendre conscience du décalage entre ce qui a été annoncé pendant la campagne et le réel aujourd'hui, où on voit que finalement… Tout sera dans la loi de finances. Et on revient aussi intéressant, on a parlé de la taxe d'habitation, Amélie de Montchalin, on peut parler de l'ISF, recentré sur l'immobilier, l'impôt sur la fortune immobilière. Réforme votée, ça devient quand même compliqué maintenant, on va le voter cette année a priori, dans le projet de loi de finances 2018, pour une application différée d'un an. C'est quand même curieux comme signal qu'on envoie. C'est intéressant parce que moi, je le vis totalement autrement. Je me dis, enfin, on a un gouvernement. Vous parlez aux gens, ils le vivent plutôt comme je vous le raconte. Oui, mais pendant des années, les entrepreneurs en France disaient, on n'arrive pas à faire des business plans parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Là, pour les députés de la Commission des finances, on a un énorme travail à faire pour que dans le budget 2018, soient listées et annoncées et préparées toutes les mesures qui sont… Mais la France, pardon, mais vous connaissez mieux que moi les chiffres, la France est championne d'Europe de quoi? De la pression fiscale. On aurait pu se dire qu'il y a quand même urgence à le voter en 2018 pour une application en 2018, et pas un an après. On a 2 grandes réformes. Le signal qu'on envoie aux investisseurs étrangers, aux investisseurs français… c'est qu'on est enfin un gouvernement lisible. On prend son temps. Oui, mais en même temps, on prend son temps, il n'y a pas d'urgence. Mais je pense que la France a aussi péché pendant des années d'annonces politiques que tout le monde saluait et qui n'entraient jamais en vigueur. Donc je préfère qu'on ait un calendrier, qu'on dise voilà, il y a une première mesure qui s'appelle, moi qui est une grande mesure de compétitivité, c'est le transfert entre les charges sociales et la CSG. Ça, c'est un gros bloc. On va en parler. Il y a un deuxième paquet qui est le transfert de dire on veut être une économie qui investit. Et donc, on a ce paquet ISF. Tout est dans la loi de finances, c'est clair, on a des dates d'application et surtout, les dates d'application sont des vraies dates d'entrée en vigueur. En tout cas, vous n'avez pas le sentiment, et que répondez-vous à celles et ceux qui affirment que finalement le gouvernement a un peu reculé sur la taxe d'habitation puisque c'est 5 ans et puis 3 ans, et que l'ISF c'est plus 2018, enfin c'est voté pour 2018 mais appliqué en 2019, et que le gouvernement cale un peu devant l'obstacle? Moi je ne le vois pas comme un recul, je le vois comme un gage de sérieux. Je préfère, je vais répéter, qu'on soit sur un calendrier stable, fiable, lisible, et que les mesures soient des bonnes mesures. Qu'est-ce qu'on préfère? Faire un truc à la va-vite? Du coup, dans 6 mois, il faut ajuster. Dans 12 mois, il faut changer. Mais la vraie raison, c'est pas, pardon, Amélie de Montchalin, c'est pas la vraie raison, c'est il faut respecter, c'est un engagement du président qui a sa cohérence, respecter les 3% de déficit public, et que finalement, c'est le choix le plus important. C'est même plus important, au final, que baisser les impôts des Français et des entreprises. C'est le choix qu'il a fait, c'est son choix. Et alors, ensuite, il faut être très clair. C'est ça, la vraie raison, c'est ça. Pas se mentir, on est tous les deux. Je sais pas si l'arbitrage, il est sur le déficit, entre guillemets, les calculs d'apothicaire. Il fallait rester dans les 3%. Oui, mais ce qui est sûr, c'est que les 3%, sinon on l'aurait fait en 2018. C'est aujourd'hui, et c'est très nouveau pour la France, on va s'attaquer à court terme, et d'ailleurs pour 2018, à cette problème de déficit par les dépenses. Vous avez un grand débat sur est-ce qu'il faut faire un collectif budgétaire ou est-ce qu'il faut passer par des décrets. C'est un petit débat d'experts. Ça ne sera pas collectif, ça sera décret. Ça sera décret. Pourquoi on dit décret? Parce que dans les décrets, on s'oblige à ne regarder que les dépenses et à ne faire que les baisser. Si vous faites un collectif budgétaire… On augmente les impôts et ça… Et alors là, on est un peu comme Ulysse, vous voyez, on se lie les mains aux mâts et on dit, on utilise un outil législatif qui ne nous permet que de toucher aux dépenses. Il y a quand même une hausse d'impôts pour les épargnants, on est sur Boursorama, pardon d'en parler. La CSG, elle augmente 1,7 points, les retraités, 60% sont mis à contribution, on le sait. Mais pour les épargnants, à qui on avait promis la flat tax, le prélèvement forfaitaire, vous me voyez venir, à 30%, il arrive, mais il n'arrive pas en 2018, il arrive au mieux
sauf si vous avez une info que je n'ai pas, en 2019. Donc sur le 2018, on va accroître la fiscalité du capital pour les épargnants français qui vont devoir payer tous plus. Les épargnants qui sont actifs, d'accord, eh ben, ils vont gagner beaucoup plus sur leur feuille de paye de salariés et d'actifs. Non, c'est deux choses différentes, ne mélangez pas les deux. D'accord. Il y a les baisses de cotisation pour les salariés, pour les épargnants qui sont indépendants, qui sont fonctionnaires, ça ne fonctionne pas ce que vous me dites là. Donc, mais, non, si on prend juste les épargnants, il y a plus de CSG pour les épargnants l'année prochaine. C'est une hausse d'impôt, il faut le dire, il faut l'assumer. Vous l'assumez? Deux choses sur la CSG. Pour moi, ce n'est pas une mesure fiscale parce que c'est une mesure de transfert. L'État ne gagne 0 centime à la mesure. C'est un transfert. Oui, mais celui qui paye, in fine, c'est l'épargnant qui va payer 1,7 point de plus celui sur qui ses paye, placements. c'est aussi le salarié, c'est aussi oui, mais l'actif. il a une compensation. Le salarié a une compensation. Exactement. L'épargnant n'est pas toujours salarié. Effectivement, ce que vous me dites, c'est qu'on n'est pas en train de réduire notre déficit, de changer toute notre fiscalité et de changer notre allocation de qui finance quoi en France, sans que personne, effectivement, à tout moment, n'ait pas un décalage entre les bénéfices et les pertes de chaque mesure. En tout cas, ça ne vous met pas mal à l'aise de savoir que les épargnants vont trinquer et vont se prendre 2 points de plus de CSG en 2018. Si je vous écoute, moi je peux vous donner la liste des gens qui vont m'expliquer qu'ils vont trinquer. Quand je regarde le paquet global de notre programme, je pense que c'est un programme équilibré. À tout âge de la vie et dans toute situation, il y a des choses qu'on offre qui sont positives. Il y a des choses aussi qui sont peut-être moins positives d'emblée. Les retraités, on fait plein de choses sur la santé. Les épargnants, la flat tax, c'est quand même une mesure... 2019 ou pas vous confirmez 2019? Je vous ai dit, je ne suis pas la femme du calendrier. Je suis la femme des réformes qui soient applicables. Donc je préfère, moi, vous parler de pourquoi c'est intéressant d'avoir une flat tax. A priori, c'est 2019, la flat tax sur les... Je n'ai pas les éléments de calendrier. Bon, donc, c'est une réponse. Je préfère vous dire la vérité plutôt que de vous dire oui ou non. Voilà. Vous préféreriez que ça soit, encore une fois, que ce soit 2018? Bien sûr qu'on aimerait que ça soit tout immédiat. Ah, bah quand même. Vous me dites, bien sûr, mais... Donc il y a une petite part de déception. Donc il y a une petite part de déception. J'ai été élu pour travailler 5 ans pour que les réformes soient applicables. Donc bien sûr qu'on aimerait que d'un coup de baguette magique, on ait résolu tous les problèmes de la France. Mais le problème, c'est qu'on sait très bien Parce qu'il faut respecter les 3% de déficit public. Parce que c'est ça l'alpha et l'oméga de la politique de ce gouvernement. Vous avez entendu Gérald Darmanin qui vous a dit l'objectif, c'est pas 3%. L'objectif, c'est l'équilibre. Le but, c'est pas continuer à faire des déficits et à accumuler de la dette. Le but, c'est de revenir à une trajectoire d'équilibre. On va en parler justement. Le but, c'est surtout d'avoir des dépenses publiques efficaces. Avant de parler, Amélie de Montchalin, des dépenses, c'est très intéressant, des dépenses publiques. C'est le Premier ministre qui a dit que sur l'ensemble de la mandature, la pression fiscale baisserait de 1 point. 1 point de PIB. 1 point de PIB, 22 et quelques milliards. On se dit quand même qu'au terme du quinquennat, on aura toujours ce titre merveilleux de champion d'Europe de la pression fiscale. Et on a aussi dit que les dépenses allaient diminuer de 3 points de PIB. Oui, mais sur la pression fiscale, on restera toujours dans 5 ans les champions. Oui, mais si vous ne pouvez pas regarder la fiscalité si vous ne regardez pas les dépenses. La fiscalité, pourquoi on lève l'impôt? Les dépenses baissent de 3 points. Exactement. Et la fiscalité de 1. Exactement. Donc votre déficit baisse de 2. Donc Mais c'est un choix, encore une fois. Parce que sinon, on peut baisser aussi beaucoup la fiscalité, ne pas s'occuper des dépenses et donc avoir un déficit qui augmente. Donc je pense que l'idée dans laquelle on est, c'est de dire on veut être un pays surtout où la dépense est efficace. Si on lève de l'impôt, mais que ça sert à quelque chose, si nos écoliers ont des meilleurs résultats, si nos entreprises exportent plus, si nos agriculteurs ont un meilleur pouvoir d'achat, la pression fiscale, elle peut se justifier. Notre problème, ce n'est pas juste les niveaux, et je trouve que la Cour des comptes sur ça est très intéressante. C'est enfin un bon débat à avoir. Ce n'est pas tellement le niveau des dépenses. C'est aussi le niveau des dépenses. C'est aussi le niveau des dépenses, mais c'est surtout qu'est-ce que ça produit. Si ça produit une économie qui stagne, là, il y a un vrai problème. Donc la pression fiscale, on réduit de beaucoup plus les dépenses pour qu'à la fin, on arrive à l'équilibre des finances publiques, mais surtout, tout notre travail, c'est que chaque euro levé de la poche des Français, ils produisent un résultat qu'on puisse évaluer, mesurer et voir. On mettra tout le monde d'accord, évidemment, avec ça. Amélie de Montchalin, sur la partie dépenses publiques et économie, on a compris aussi en écoutant le Premier ministre mardi à l'Assemblée, la stabilisation des dépenses de l'État globale en volume hors inflation. Est-ce que ça correspond bien à un plan d'économie de 15 à 18 milliards d'euros, chiffre sorti par les Échos? Vous confirmez que ça correspond à l'année prochaine? C'est un énorme, ça n'est jamais arrivé. Didier Migaud vous dit c'est une rupture de tendance et une rupture d'engagement politique qui n'est jamais arrivée dans notre République. Donc c'est un énorme, ça a l'air technique comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de dire les ministères, les collectivités locales, etc. vont devoir raisonner à budget constant en volume hors inflation. C'est une énorme... Et effectivement, les chiffres que vous donnez sont de l'ordre de grandeur de ceux que j'ai en tête personnellement. Bon, donc hyper ambitieux, jamais été réalisé, d'accord, ok. Sauf que cet effort substantiel, pour l'instant, il n'est pas, vous en convenez, c'est un petit peu tôt, mais il n'est pas documenté du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que le cap est très clair. Le cap est clair, et donc pourquoi il n'est pas documenté? Parce qu'on est dans cette même démarche. On va regarder très clairement, dans la continuité de ce qui existe en France, on n'est pas là pour faire la révolution et dire on coupe tout comme ça sans savoir de quoi on parle. On évalue. Quelles sont les dépenses publiques aujourd'hui qui ne marchent pas?
Quelles sont les dépenses publiques où on voit qu'en fait, les acteurs Mais il n'y a pas eu déjà des tonnes de rapports qui ont été faits là-dessus? Justement, on va les lire. On va aller chercher dans ce qu'il y a à faire. Dans les placards poussiéreux, c'est ça? Il y en a plein. Donc, on va les ouvrir et on va en faire quelque chose. On va partir de l'évaluation, de dire, voilà, vous savez, il y a eu des rapports. C'est pas les rapports qui manquent. Hein. La RGPP. Sous Nicolas Sarkozy. Il y a 10 ans. Révision générale des politiques publiques qui s'est transformée en MEP, MAP, je ne sais plus. Secrétariat général à la modernisation de l'action de l'État publique. Voilà. SGMAP. MAP, voilà. Bon. C'était sous François Hollande. Ces gens-là, on peut les respecter. On fait du très bon travail. Maintenant, on n'a qu'à les ouvrir. Ah oui, maintenant il faut appliquer. Et les appliquer. Il faut avoir le courage politique. Ça passe notamment, a dit le Premier ministre, par l'idée de remettre en cause certaines missions de l'État. On l'a déjà entendu, c'est pas nouveau dans le discours des politiques. Mais qu'est-ce qu'on met en cause? Qu'est-ce que l'État ne fait plus qu'il fait comme mission jusqu'à présent? D'un sujet. L'investissement, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. On est aujourd'hui un pays qui a besoin de recréer de l'investissement. Pourquoi? Parce qu'en investissant, on construit l'avenir. Il n'y a pas eu des plans d'investissement Comment on les finance, ces plans d'investissement? Alors, on va chercher la dette publique. Le grand plan. Oui, mais on crée la dette publique. On a toujours cette vision que pour investir... Pourquoi pas on s'endette à 0% quasiment sur les marchés pour investir? Pourquoi pas? C'est le moment que jamais. Hein. Mais vous avez aussi dans vos épargnants plein de gens qui seraient ravis de pouvoir investir dans les infrastructures, qui seraient ravis de pouvoir investir dans des sociétés innovantes, qui seraient ravis de pouvoir investir dans des grands projets. La fibre, etc. Ça crée du rendement, ça a un bénéfice économique évident. Donc ce qu'on cherche à dire, c'est il y a peut-être dans notre pays, plutôt que la mission de l'État, ça soit je vais chercher de l'argent et je finance moi-même plein de projets, c'est peut-être de dire est-ce que mon rôle, c'est pas plutôt de créer des bonnes incitations pour que les investisseurs privés aillent créer eux-mêmes leurs véhicules d'investissement? Quoi par exemple? Les infrastructures. On peut parler, vous avez le plan Juncker en Europe, même sujet. Aujourd'hui, les institutions publiques prennent tous les projets qui sont ceux les plus demandés par les investisseurs privés et ne vont pas vraiment porter le risque là où les investisseurs privés ne vont pas. Il y a quand même une réflexion à avoir. Ça marche un peu à l'envers, effectivement. Ça marche totalement à l'envers. Donc là, on crée de la mauvaise dette publique parce qu'on va créer de la dette publique sur des choses que le secteur privé financerait. Autre sujet de la mission d'État, vous avez tout le sujet, par exemple, sur la gestion, par exemple, de la paye. Vous avez énormément de secteurs où l'État, il fait ça très bien. Peut-être, mais vous avez des gens qui peuvent le faire très bien en externe, et au lieu d'avoir des fonctionnaires à vie, vous pouvez avoir des gens qui sont dans le privé. C'est un exemple parmi 1000 autres. Je ne dis pas qu'il faut le changer là, ce n'est pas une annonce à faire générale, c'est dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qui coûte cher par rapport à ce que ça coûterait dans le privé, et comment du coup on réalloue des missions sur ce qui est cœur, là où on a un intérêt de faire ça dans le public. Et c'est ça qu'on est dans, c'est cette dynamique-là qu'on essaie de porter. Bon, juste avant de se quitter, je reviens si on peut encore une fois avoir les images du Premier ministre, parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti, je ne suis pas le seul. Au terme de son discours, je me suis dit, et beaucoup de gens se sont dit aussi, au final, on a plus de rigueur que ce qu'on attendait et on a moins de baisses d'impôts. On a le droit d'interpréter comme ça ce qu'a dit le Premier ministre, des baisses d'impôts qui sont étalées dans la durée, qui ne sont pas promesses tenues, mais pas tout de suite sur le quinquennat. Et la rigueur, je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris que ça fait 15 à 20 milliards d'euros d'économies sur la dépense publique dès 2018. Pourquoi? On le comprend très bien, parce que d'ailleurs, il y a ce respect des 3% de déficit public. Et il y a surtout de vouloir avoir un pays qui réinvestit. Le plan d'investissement. Je me trompe ou pas que le curseur a été bougé un peu plus en direction de la rigueur? Non, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on a porté pendant toute la campagne et que les gens n'ont pas voulu entendre. Très clairement. Quand Emmanuel Macron disait « Je serai l'homme qui remettra la France en capacité de maîtriser son destin », quand on va revenir à l'équilibre de contrôler notre futur. Aujourd'hui, pourquoi on est à 3% ou 2% ou 1% ou 0%? Parce qu'on veut pouvoir être maître de notre destin. Le risque. Vous avez 2 pays aujourd'hui dans la zone euro qui sont encore au-dessus de 3%. L'Espagne et la France. Ouais. Bon, on est le pays qui a été le plus longtemps en procédure de déficit excessif de l'Union européenne avec le Portugal. Ça veut dire quoi? Portugal en est sorti. Le Portugal est en train d'en sortir. Ouais. Nous, on est toujours là-dedans. Il y a quand même l'idée de se dire, attendez, on est un pays, 65 millions d'habitants, PIB important, on veut être un leader mondial. Si on n'est pas capable de gérer nous-mêmes nos finances, d'équilibrer ce qu'on ponctionne aux Français en impôts, ce qu'on investit et surtout les impacts que ça produit, on a un vrai risque de crédibilité. Bon. On parle des 3%, juste un point. On dit c'est les 3% de Bruxelles, mais ce n'est pas les 3% de Bruxelles, c'est les engagements qui ont été pris par les députés, par les sénateurs, par les gouvernements précédents. Ce sont des engagements de la nation. C'est notre pays qui prend ces engagements. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'être des gens responsables. Donc on a hypothéqué notre avenir en disant on financera sur ce qu'on trouvera dans le futur. Aujourd'hui, il faut qu'on redevienne un pays qui investit. Et pour se donner des capacités d'investissement, effectivement, sur les dépenses courantes, il faut qu'on fasse des économies. Et c'est un discours qu'on a porté toute la campagne. Le discours, justement, j'ai le sentiment que vous êtes là pour porter la parole du discours du gouvernement et que finalement vos positions sont très alignées sur celles du gouvernement. Finalement, moi, je suis là pour faciliter le travail. Les parlementaires, on est là pour être, j'allais dire, des gens qui aident à construire la chose.
On est là pour, par exemple, ce qu'on a porté. Vous n'avez pas le droit d'être déçu que les baisses d'impôts ne viennent pas tout de suite, plus rapidement? 3 semaines. Hein? Je suis élu depuis 3 semaines, ça fait même pas 2 fois qu'on s'est vu en commission. Tu as été élu sur un programme et finalement, encore une fois, les baisses d'impôts, elles viendront tranquillement, séquencées, étalées. Ma mission, c'est de faire en sorte que le programme du gouvernement, en tant que parlementaire, j'aide à ce qu'il se produise de manière fiable et applicable. C'est ma méthode, c'est que ça soit applicable. Je viens de l'entreprise. On ne fait pas des plans de transformation dans l'entreprise juste pour faire des PowerPoint. On les fait parce qu'on a envie de se transformer. Donc moi, je suis là pour garantir ça. Oui, s'il faut évaluer, on va évaluer. S'il faut aller relire les rapports de ce qui a écrit il y a 10 ans, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec le gouvernement? On a le droit de se parler, bien sûr. Mais bien sûr qu'on a le droit de se parler. Personnellement, j'ai posé des questions à tous les ministres sur votre ambition d'investissement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand Bruno Le Maire dit je veux 10 milliards sur l'innovation de rupture, qu'est-ce que vous avez en tête? Qui finance? Ah tiens, c'est intéressant. Donc bien sûr on est là pour les aider constructivement. C'est-à-dire on va les aider à rendre les choses applicables. On y verra plus clair, on se finit là-dessus, Émile Monchalin, on y verra plus clair sur le calendrier justement, notamment sur le calendrier. C'est le projet de budget, ça sera à l'automne qu'on verra plus clair sur les mesures précisément. Aux parlementaires le 1er octobre. Donc le 1er octobre. Et la date est prise, le rendez-vous est pris. On se reverra à ce moment-là. J'espère. Ce sera l'occasion, on aura des chiffres, on pourra batailler sur les chiffres. Amélie de Monchalin, députée de l'Essonne, porte-parole du groupe La République En Marche, à la Commission des finances de l'Assemblée nationale, était donc votre invitée aujourd'hui en direct sur Boursorama. Merci.